Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux principes fondamentaux de la dynamique et aux techniques d'isolement. Bon, il existe au moins un repère RG, repère galiléen, tel que pour tout système matériel sigma, le torseur des quantités d'accélération de sigma dans le repère galiléen RG est constamment égal au torseur des efforts extérieurs appliqués sur sigma. Alors, donc taux de sigma bar sur sigma, c'est le torseur des efforts extérieurs, et d de sigma par rapport à rg, c'est le torseur des quantités d'accélération de sigma par rapport à rg. Donc cette égalité s'appelle principe fondamental de la dynamique. En remplaçant les torseurs taux et d par leurs composantes, la résultante statique et le moment statique au point A, résultante dynamique m gamma g par rapport à rg et delta, le moment dynamique au point A par rapport à rg de sigma, on retrouve deux égalités. La première, c'est celle de la résultante statique à la résultante dynamique qui donne le théorème de la résultante dynamique, TRD. Et la deuxième égalité, c'est celle des moments statiques avec moment dynamique au point A qui nous donne le théorème du moment dynamique. Alors, ces deux théorèmes, c'est-à-dire le TRD et le TMD, vont finalement nous donner chacun trois équations. Donc au total, on aura 6 équations pour le PFD dans l'espace. On s'intéresse aujourd'hui aux équations de mouvement. Et donc l'équation de mouvement, c'est une équation différentielle qui ne doit pas contenir des inconnus de liaison. Et il faudrait donc trouver des techniques d'isolement afin de pouvoir dimensionner des actionneurs en recherchant les équations de mouvement liées à ces actionneurs. Alors nous allons utiliser un robot mitrailleur comme support pédagogique pour expliquer les techniques d'isolement. Donc c'est un robot destiné à la surveillance des frontières coréennes. Il est équipé de canons. Donc il est constitué de rails de guidage qui permettent un guidage en translation de l'ensemble, un coulisseau qui translate par rapport aux rails et un support rotatif en liaison pivot par rapport au coulisseau, ainsi qu'un canon qui pivote par rapport à la partie rotative. Alors le premier mouvement que ce robot peut faire, c'est une translation par rapport au rail. Donc ça lui permet de couvrir une grande zone et de surveiller une grande zone grâce à cette translation. Le second mouvement, c'est la rotation de cette tourelle par rapport à un axe vertical qui permet aussi de couvrir une autre grande zone. Donc elle permet de suivre la cible quelle que soit sa position. Ensuite, le troisième degré, c'est un degré de liberté donné au canon pour balayer encore verticalement et suivre les cibles verticales, en déplacement vertical. Alors, un schéma cinématique spatial du robot pour pouvoir faire un schéma d'analyse. Donc on voit qu'entre 0 et 1, il y a une liaison glissière portée par Z0. Entre 1 et 2, nous avons une liaison pivot verticale portée par O1, X0. Et entre 2 et 3, il y a une liaison pivot portée par O2, Z2. Donc notre graphe de liaison serait donc constitué de 3 solides mobiles et un bâti 0. Glissière entre 0 et 1, pivot entre 1 et 2, et pivot entre 2 et 3. Donc c'est une chaîne ouverte. Maintenant nous allons placer les actions extérieures. La première action connue, c'est la pesanteur. Elle s'applique sur tous les corps 1, 2 et 3. Ensuite, entre 0 et 1, il y a une motorisation numéro 1 qui permet de faire bouger 1 par rapport à 0 en translation. Une deuxième motorisation entre 1 et 2 qui permet la rotation de 2 par rapport à 1 autour de l'axe O1, X0. Une troisième motorisation qui permet de faire une rotation de 3 par rapport à 2 autour de l'axe O2, Z2. Alors, pour l'étude de la première motorisation, c'est-à-dire la recherche de l'effort Fm1 de la motorisation numéro 1 sur 1, donc, nous avons besoin d'une équation de mouvement qui fait apparaître Fm1 mais qui évite les inconnus des liaisons, donc depuis la définition de tout à l'heure. Alors la recherche de Fm1 passe par un isolement, sûrement l'isolement qui contient le corps 1. Donc on se demande, est-ce que c'est isolé 1
qui est un isolement correct, ou en isolant 1, on va appliquer le TRD en projection sur Z0 pour faire apparaître la force FM1. Le problème, c'est que là, on va couper deux branches de liaison, une glissière et la pivot. Donc, si vous coupez la liaison glissière, vous avez sur la colonne de la gauche la résultante 1, 0, si la liaison est parfaite. Mais sur la colonne de la gauche de l'autre torseur de la liaison entre 2 et 1, vous aurez un Z21. Et ce Z21, c'est une inconnue de liaison. Donc, finalement, si vous faites le TRD en projection sur Z, vous allez avoir FM1 en fonction de Z21. Ce n'est pas une équation de mouvement, donc il faudrait changer d'isolement et trouver un isolement qui puisse garantir que les inconnues de liaison soient évitées. Donc la technique, c'est d'isoler 1 et 2 et 3, c'est-à-dire le solide 1 et tous ses descendants jusqu'à la fin de la chaîne, et là on coupe une seule liaison. Cette liaison, elle contient un 0 sur la colonne des résultantes suivant Z0. Dans ce cas, on va partir sur un TRD en projection sur Z0. Et ce TRD en projection sur Z0, il s'écrit sous forme de R de sigma bar sur sigma scalaire Z0 égale à la résultante dynamique de sigma bar de sigma par rapport à R0. Et la résultante de statique, c'est composé de trois forces, celle de la liaison pivot, donc entre 0 et 1, celle de la motorisation et celle de la pesanteur. Pour celle de la liaison pivot, on tombe sur un 0 en projetant sur la colonne de la gauche, en projetant la colonne de la gauche par rapport à Z0. Si la liaison est parfaite, donc si elle ne l'est pas, on va retrouver un élément qui dépend du coefficient de frottement visqueux B, donc c'est moins B Z point. Après, la motorisation numéro 1, donc c'est un effort FM1 porté par Z0. Donc si on fait la projection, on va trouver directement le FM1. Et pour l'action de la pesanteur sur sigma scalaire Z0, on retrouve un 0 puisque la pesanteur elle est portée ici par moins X0 vu que X0 c'est la verticale. Donc après il ne reste plus que la résultante dynamique qui est à droite, qui est M sigma gamma G sigma par rapport à R0 scalaire Z0 qu'on pourrait retrouver en recherchant l'accélération et en projetant sur Z0. Donc l'équation de FM1 ne contient pas d'inconnu de liaison, c'est une équation de mouvement qui nous donne l'action FM1 de l'actionneur. Pour la motorisation numéro 2, nous avons besoin de retrouver le couple CM2. Donc le torseur de la motorisation numéro 2 sur le corps 2 s'exprime sous forme d'un couple CM2 autour de X0. Or, l'isolement doit sûrement contenir le corps 2, mais comme tout à l'heure on a remarqué que l'isolement de 1 nous a donné une équation qui n'est pas considérée comme équation de mouvement. Là, on fera donc un isolement de 2 union 3, donc 2 et ses descendants, puisque la chaîne est ouverte. Et comme la liaison coupée entre 1 et 2 est une liaison pivot, nous avons un 0 par rapport à la colonne de la droite, c'est-à-dire les moments, suivant la première composante. Dans ce cas, pour éviter toutes les inconnues de la liaison pivot, il faut projeter le TMD sur X0, donc appliquer le TMD en projection sur X0. Donc le moment statique égale au moment dynamique en projection sur X0 point O1 de l'ensemble de union 3. Donc on s'intéresse d'abord au moment statique, c'est-à-dire les actions extérieures appliquées sur 2 union 3. Donc c'est l'action de 1 d'abord sur 2, ensuite l'action du moteur numéro 2, la motorisation numéro 2, la pesanteur encore sur 2 et sur 3. Toutes les valeurs projetées sur X0, donc la première elle est nulle comme la liaison est parfaite, sinon donc c'est un moins un coefficient de frottement visqueux fois la dérivée de la variable qui est entre 1 et 2, donc le alpha. Pour la motorisation, c'est un couple, un torseur couple porté par X0, donc c'est CM2 X0 scalaire X0, ça fait CM2. Pour la pesanteur, on est censé passer par le centre d'inertie du corps 2, c'est-à-dire G2. Et pour le corps 3, on va passer par le centre d'inertie G3. Et ce sont des produits mixtes qui vont finalement s'annuler si G est parallèle à X0. Le cas actuel, on a X0 qui est vertical, donc ce mixte s'annule. Donc les deux produits mixtes vont finalement s'annuler. Voilà. Donc le côté statique résolu. Donc il ne reste plus qu'à voir du côté dynamique.
Le moment dynamique de l'ensemble 2 union 3 au point O1 par rapport à R0 scalaire X0 se compose de deux moments dynamiques, celui de 2 et celui de 3, en maintenant le point O1 et la projection sur X0. Pour celui de 2, donc on va donner un exemple, comment calculer un moment dynamique en projection. Donc, il suffit de faire le champ en passant par celui de 2 en G2, et on aurait plus un terme qui est un produit mixte contenant l'accélération O1, G2 et X0. Donc le moment dynamique au point G2 de 2 par rapport à R0 scalaire X0, on le calcule en utilisant la dérivée du moment cinétique au point G2 de 2 par rapport à R0, en supposant que les données de ce sujet, c'est la matrice d'inertie de 2 en G2. Donc si vous avez la matrice d'inertie en G2, il vaut mieux le faire selon cette approche. Après, le mixte, il est nul si deux sont parallèles, sinon il faut le calculer. Donc la première vérification, c'est voir s'il n'y a pas de vecteurs parallèles. Voilà, et donc on retrouve le couple CM2 en fonction de F2 alpha point. Si la liaison n'est pas parfaite, c'est-à-dire la liaison entre les deux corps 2 et 1, voilà, et le moment dynamique à calculer. Pour le dernier couple, la motorisation numéro 3, couple CM3, ce couple s'applique sur le corps numéro 3. Et donc il faut forcément isoler le corps numéro 3. Comme 3 est le dernier de la chaîne, donc on l'isole seul. En l'isolant, on a coupé une liaison pivot. Pour éviter les inconnus de cette liaison pivot, il faudrait projeter le terme du moment au point O2 sur la direction Z2. Et donc on trouve que le moment de 3 bar sur 3 en O2 scalaire Z2 égale au moment dynamique en O2 de 3 par rapport à 0 scalaire Z2. Ça nous donnera une équation de mouvement qui contient le couple CM3. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a été utile. À la prochaine vidéo.